Bonjour Vincent Dublanche. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. En République démocratique du Congo, fin d'exil pour Jean-Jacques Lumumba. Le petit-neveu du Premier ministre de l'indépendance congolaise, lui-même militant anticorruption, il avait dû fuir son pays quand il avait dénoncé un scandale touchant la famille de l'ancien président Joseph Kabila. On va l'entendre dans un instant. Au Soudan, les paramilitaires accusés de se venger sur les civils après la défection d'un de leurs commandants. On va évoquer aussi cette formation pour les femmes candidates au municipal à Madagascar. Et puis cette femme africaine, c'est une première qui prend la tête du Commonwealth. Pour savoir qui, vous restez avec nous, on va en parler dans fin d'édition. Le journal des sports dans 10 minutes, Christophe Diremzian ce matin. Le Maroc, roi de la boxe en Afrique, et le Sénégal qui remporte la CAN de beach soccer. Le lanceur d'alerte et militant anticorruption Jean-Jacques Lumumba met donc fin à 8 années d'exil en France. Le magazine Jeune Afrique l'annonçait hier. RFI a pu joindre Jean-Jacques Lumumba. Il confirme son retour prochain en République démocratique du Congo. Il est attendu à Kinshasa en novembre pour une conférence sur la lutte contre la corruption organisée par Transparency International. En 2016, ce petit-neveu de Patrice Lumumba avait exposé un scandale impliquant la famille de Joseph Kabila, le président d'alors de la RDC. Révélation qui lui a valu des menaces de mort et l'a forcé à quitter finalement le pays. Pourquoi ce retour maintenant? La lutte anticorruption s'est-elle améliorée en RDC? Écoutez les réponses de Jean-Jacques Lumumba. Je ne dirais pas que la corruption s'est améliorée, mais il y a des avancées. Je crois que la RDC reste parmi les pays où la corruption est un fléau qui frappe. Et j'ai choisi de rentrer au Congo pour essayer d'aller aider à ce que ce fléau puisse reculer. La corruption a fait des ravages et continue à faire des ravages. Vous savez qu'aujourd'hui, la justice continue à faire défaut. Et le combat que j'ai mené et que je vais continuer à mener, c'est aussi d'aider la RDC à récupérer de l'argent, parce que vous savez, par rapport à plusieurs révélations que nous avons faites, il y a plusieurs procès qui ont été ouverts et aujourd'hui, il y a plusieurs demandes d'entraide judiciaire envers la RDC pour que la RDC récupère ses biens ou que les Congolais rentrent dans leurs droits, qui restent encore sans réponse. Et je crois que ma présence en RDC essaiera de faire avancer et faire bouger ces lignes-là, parce que le Congo a été perdant à cause de la corruption et il faut continuer à se battre pour permettre à ce peuple de récupérer ce dont il a besoin et ce qui lui revient de droit. Entretien réalisé par Christina Okello. Dans l'est de la République démocratique du Congo, malgré le cessez-le-feu décrété en août par le médiateur angolais, des combats se sont poursuivis hier entre les rebelles du M23, les groupes armés pro-gouvernementaux dits Wazalendo. D'après des sources sécuritaires et administratives, les combattants du M23 ont pris le contrôle de plusieurs villages dans le territoire de Walikale. C'est au nord-ouest de Goma. Des centaines d'habitants ont fui vers une localité voisine, celle de Pinga. Au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemeti, à nouveau accusés de violence contre les civils, accusation de massacres commis dans plusieurs villages de l'état d'Al-Jazira. C'est juste au sud de la capitale Khartoum. L'accès au terrain est impossible, les communications sont coupées. Il est donc difficile d'établir des bilans. Des sources locales évoquent des centaines de victimes. Florence Maurice. La semaine a été sanglante dans cet état situé au sud de Khartoum. Parmi les villages attaqués, ceux de Al-Saïra et Azrak. Selon le comité de résistance d'un village voisin, les paramilitaires des forces de soutien rapide y ont imposé un siège total aux habitants et multiplient les exactions contre les civils. L'accès au terrain est impossible et les communications sont coupées. Il est donc difficile d'établir des bilans, mais à en croire les listes de victimes diffusées par des habitants, rien qu'à Al-Saïra, on comptait déjà plus d'une centaine de morts et de nombreux blessés. Les attaques contre des civils dans cette zone ont débuté dimanche dernier et se multiplient depuis. Il s'agirait d'une opération de représailles de la part des paramilitaires des forces de soutien rapide après que leur commandant régional a décidé de faire défection pour rejoindre l'armée régulière. Selon le syndicat des médecins soudanais, le degré de violence est tel que les opérations de sauvetage pour venir en aide aux blessés sont devenues impossibles. Le syndicat appelle les Nations Unies à faire pression pour obtenir la mise en place de couloirs humanitaires vers des villages sûrs. Et la défection du général Abou Akla Kikel et son retour au sein de l'armée régulière soudanaise à la tête des forces appelées boucliers d'Al-Jazira. On en a parlé ces derniers jours sur RFI. Toutes les explications à lire sur le site internet. Vous tapez RFI Soudan dans votre moteur de recherche préféré. Calme précaire en ce moment au Mozambique. Il n'y a pas eu de nouvelles manifestations hier. L'opposition conteste toujours les résultats des élections législatives et présidentielles du 9 octobre. Le parti au pouvoir tend toutefois la main à l'opposition, en tout cas au parti annoncé comme deuxième à la présidentielle et aux législatives, le parti Podemos. La porte-parole du Frélimo, au pouvoir depuis 1975, s'est dit ouverte à des discussions. Elle n'a pas parlé de date précise. L'opposant Venancio Mondlane de Podemos appelle, lui, à une nouvelle journée de mobilisation dès demain. Au Gabon, on connaît la date de la campagne électorale pour le référendum constitutionnel du 16 novembre.
Ce sera du 7 au 15 novembre, a dit le ministre de l'Intérieur. Les observateurs internationaux, par ailleurs, sont autorisés à venir sur place pour évaluer le scrutin. C'est une différence par rapport aux élections générales organisées en août 2023 par le pouvoir d'Ali Bongo, juste avant d'être renversé par le coup d'État du général Oligui Nguema. La correspondance d'Yves Laurent Goma. Cette consultation cruciale pour notre pays sera ouverte aux observateurs internationaux pour renforcer la crédibilité de notre processus électoral, a notamment déclaré le ministre. Hermani Mongo a rappelé que c'est le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s'est personnellement engagé à autoriser le déploiement des observateurs internationaux. Cette ouverture n'est toutefois pas un blanc-seing, a tempéré le ministre, qui rappelle que le déploiement des observateurs est régi par le code électoral qui encadre leurs actions. Les ONG locales saluent une bonne décision. L'ancien régime avait verrouillé l'entrée au Gabon des observateurs et de la presse internationale qui souhaitaient couvrir les élections générales d'août 2023, dont le chaos dans l'organisation s'est soldé par le coup d'État d'il y a un an. Le 16 novembre prochain, les Gabonais auront le choix entre deux bulletins, le vert pour voter oui ou le rouge pour voter non au projet de constitution qui prévoit un régime présidentiel à la place du régime semi-parlementaire en vigueur. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI. L'organisation des prochaines élections aux Comores fait débat. La plateforme Opposition Unie des Comores, l'OUC, rejette le cadre défini par les autorités de l'archipel. Le 12 janvier prochain, les électrices et électeurs comoriens seront convoqués pour des législatives nationales et des scrutins communaux. Mais dans un communiqué, la plateforme d'opposition critique le processus, réclame un dialogue national sous parrainage international. Le gouvernement comorien lui dit à tous les partis politiques de simplement prendre part aux élections. Des élections locales à Madagascar, ce sera un petit peu avant les Comores. Ce sera le 11 décembre et les candidats sont dans une écrasante majorité des hommes. Les femmes ne représentent que 6% des quelques 5400 têtes de liste qui briguent les fauteuils de maire. Parmi elles, beaucoup de novices, d'où cette formation pour une soixantaine de candidates cette semaine à Antananarive. Formation dispensée par le Conseil national des femmes de Madagascar à laquelle a assisté Guillaume Fabry. Le pouvoir exercé par le maire. Préparer un budget, prendre une décision par arrêté municipal ou maîtriser les codes de la communication politique. Pendant 2 jours, 60 candidates venues de presque toutes les régions de Madagascar ont appris les bases de la gestion d'une commune. Marie-Rosalie Raelissou brigue un mandat de conseillère municipale à la mairie de Morundave, sur la côte ouest de la Grande Île. Ce qui était très utile pour moi pendant cette formation, c'est plutôt la séparation des tâches entre les conseillers municipaux et les maires. Ça m'a donné des compétences en plus. Il faut que nous, les femmes, participent activement dans la vie publique afin de changer la donne. Mais les barrières culturelles sont encore nombreuses, estime la présidente du Conseil national des femmes de Madagascar, Estelle Andjiamas. Alors cette formation vise aussi à donner confiance aux femmes candidates et à les convaincre qu'elles sont légitimes. Dans la société malgache, la place des femmes a été toujours considérée comme inférieure à la place des hommes. Elles n'osent pas à se présenter candidate parce que ça va être quelqu'un qui décide la vie des communes, la vie des régions. Pour faire éclore une nouvelle génération de femmes leaders à Madagascar, Estelle Andjiamas souhaite désormais que la loi impose la parité homme-femme à l'Assemblée nationale et dans les postes de décision de l'administration publique. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI. Radio France Internationale, 5h39 à Bamako. On en parlait avant-hier sur RFI. C'est 11 personnalités politiques en détention depuis juin au Mali. La justice refuse une libération provisoire en attendant un procès. Plus précisément, un tribunal a dit oui, mais le procureur, lui, a dit non. La cour d'appel de Bamako devrait trancher mardi, normalement, dans 2 jours. Donc, les 11 hommes politiques, pour rappel, avaient été arrêtés lors d'une réunion au domicile de l'un d'eux. Réunion politique, et ce alors qu'à l'époque, les autorités maliennes avaient interdit provisoirement les activités politiques. Vendredi, on entendait l'inquiétude de leurs proches en l'absence d'avancée dans ce dossier. Hier, l'un de leurs soutiens, un autre opposant politique malien, a pris la parole. Correspondance régionale Serge Daniel. Au cours d'une émission sur une télévision locale de Bamako, Dr Modibo Soumaré, président de l'Alliance des forces démocratiques, a pris la parole pour défendre ses camarades opposants arrêtés depuis plus de 4 mois et emprisonnés pour notamment atteinte à la sûreté de l'État et pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Je considère que mes camarades n'étaient dans aucun complot. J'en suis convaincu, j'ai l'ordre du jour, j'ai les documents, il n'y a rien d'atteinte à la sûreté de l'État. Ce mardi, à la demande des avocats des 11 hommes politiques,
La Cour d'appel de Bamako devrait rouvrir le dossier pour se prononcer sur la demande de leur libération. Dr Modibo Soumaré tire par ailleurs sur la sonnette d'alarme. Selon lui, dans le Mali d'aujourd'hui, les libertés fondamentales sont remises en cause. En clair, il demande la libération des hommes politiques maliens détenus et rappelle que le retour à l'ordre constitutionnel doit être la priorité des militaires au pouvoir au Mali afin de sortir le pays de la crise actuelle. Serge Daniel. Une attaque au Togo dans l'extrême nord, aux confins du Bénin et du Burkina Faso. Attaque dans la nuit de vendredi à samedi. Des hommes armés non identifiés s'en sont pris à des habitants du village de Malbongou. C'est la seconde fois en une semaine. 8 civils ont été tués, pas de revendication, mais les regards se tournent vers les djihadistes du JNIM qui sont largement actifs. Plus au nord, chez le voisin burkinabé, les groupes qui mènent des attaques terroristes contre des civils, qui s'en prennent aussi à des bases militaires et font parfois fi des frontières. Au Ghana, tout proche, ce n'est pas le cas apparemment, pas d'attaque recensée. On en parlait hier, cette enquête de Reuters qui évoque un potentiel pacte de non-agression entre Accra et les djihadistes. Nouveau démenti catégorique hier du ministre ghanéen de la Sécurité nationale que l'on entendra dans une heure dans le prochain journal Afrique sur RFI. Et c'est sa collègue des Affaires étrangères qui va changer de poste. Shirley Ayorojor Botchwey devient secrétaire générale du Commonwealth. L'organisation, à l'image de la francophonie, regroupe le Royaume-Uni et de multiples pays qui lui sont liés par l'histoire de la colonisation, même s'il y a une tendance à s'ouvrir maintenant à d'autres, des pays francophones notamment. Le Commonwealth tenait en tout cas son sommet ces derniers jours dans les îles Samoa, dans l'océan Pacifique. Il y a notamment été question des éventuelles réparations de la traite atlantique, la déportation forcée de millions d'Africaines et d'Africains vers les Amériques. Victor Kariou, ce sera d'ailleurs l'un des dossiers de la nouvelle patronne du Commonwealth. Shirley Ayorkor Botchwey porte une vision d'inclusivité et de progrès qui, je le sais, inspirera la famille du Commonwealth. Voici la réaction du président ghanéen Nana Akufo-Addo au lendemain de l'élection de sa ministre des Affaires étrangères à la tête de l'organisation intergouvernementale. Elle succède ainsi à la diplomate britannique Patricia Scotland, première femme à occuper ce poste et devient, après le Nigeria, la deuxième représentante du continent africain au secrétariat général. Une fonction que Shirley Ayorkor Botchwey entend donc dédier à la mise en place de réparations pour les pays victimes de la traite d'esclaves. Elle a par exemple plaidé ces derniers mois pour que les États membres du Commonwealth, dont plus d'un tiers sont africains, s'expriment d'une même voix sur le sujet. C'est d'ailleurs à Accra que, en novembre 2023, s'était tenu un sommet international pour la réparation de l'esclavage. Une question qui a fait l'objet de tensions entre le Royaume-Uni et ses anciennes colonies lors de ce sommet des chefs d'État du Commonwealth. Ce dernier s'est toutefois conclu ce samedi par une déclaration commune des 56 chefs d'État, le communiqué indiquant, je cite, qu'il était temps d'avoir une véritable et honnête conversation sur de futures réparations. Victor Kariou, Accra, RFI. Et à Accra, merci de nous écouter, de vous réveiller avec RFI. Il est 5h43, Julien Coquelroy. Merci Vincent Dublange, à tout à l'heure.